Oh sergent, il est où le dossier du grêlé? Ah ouais, ok, ouais, j'avais pas vu. Alors, 5 mai, ouais bon. Très bien. 5 mai 1986. Cécile Bloch, âgée de 11 ans, a été trouvée assassinée dans le sous-sol de son immeuble. Ce meurtre débutera la traque au tueur en série qui terrorisera tout Paris, qui se nomme Le Grêlé. Lundi 5 mai 1986, on se retrouve à Paris, au 116 rue Petit, là où Cécile Bloch vit avec ses parents, dans un quartier typique parisien avec ses commerçants, ses habitants, tout ce qu'il faut pour vivre. C'est au 3e étage où vit Cécile Bloch avec ses parents, Suzanne et Jean-Pierre Bloch, qui étaient inspecteurs à la sécurité sociale. Elle avait aussi un demi-frère qui s'appelle Luc, qui avait 24 ans au moment des faits, et qui est chercheur en biologie moléculaire. Cécile Bloch était décrite comme une fille plutôt radieuse, travailleuse, assez autonome. Ce lundi 5 mai 1986, la matinée débutait de manière classique. Les parents de Cécile quittent le domicile à 8h pour se rendre directement au travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que la porte d'entrée était cassée. Ça veut dire n'importe qui pouvait rentrer. Sur le palier de leur immeuble, aucune lumière fonctionnait et un ascenseur sur 2 fonctionnait. Les parents sortent, appuient sur l'ascenseur qui malheureusement prend du temps à venir à cause des problèmes. La porte s'ouvre, un homme y est déjà à l'intérieur. Il leur dit bonjour de manière polie, les parents de Cécile lui disent bonjour aussi. Les parents de Cécile décrivent le jeune homme comme quelqu'un de bien habillé, poli, avec une veste en cuir, un jean bleu et qui portait des chaussures de sport abîmées. Wesh frère, c'est quoi le délire? C'est comme si tu sortais en trench avec des TN. Wesh le mec il est bizarre ou quoi? Bref, vas-y sergent, laisse-moi m'occuper de mon affaire, on en parlera après de ça. À 8h15, Luc prévient Cécile qui va quitter le domicile familial pour se rendre au travail. Il prend l'ascenseur, croisa le même jeune homme comme ses parents. Arrivé au rez-de-chaussée, il lui souhaitera une très bonne journée, mais le jeune homme restera dans l'ascenseur. 1 heure plus tard, débutera la plus grande affaire criminelle française, qui celle-ci va durer 35 ans. Chapitre 1, premier meurtre. À midi, Suzanne tente d'appeler sa fille, qui est normalement rentrée des cours pour manger, mais malheureusement personne ne répond. Elle se dit donc que sa fille est peut-être partie promener le chien. Le temps qu'elle fasse sa promenade, elle le rappelle 15 minutes plus tard. Le téléphone sonne, mais personne ne répond. Pris de panique, Suzanne décide d'appeler une amie à Cécile, qui se nomme Jenny, lui demandant si elle est partie en cours avec elle ce matin et s'ils ont fait le chemin de retour à midi. Mais malheureusement, Jenny répond d'un air gêné qu'elle n'a pas vu Cécile de la matinée. Pris de panique, Suzanne et Jean-Pierre Bloch décident de partir au pied de l'immeuble pour aller chercher leur fille. À 13h, les parents sont arrivés au pied de l'immeuble. Ils prennent l'ascenseur, arrivent au 3e étage, ouvrent la porte de chez eux et appellent Cécile pour savoir si elle est à la maison, mais personne ne répond. Suzanne remarqua que le cartable de sa fille n'y est pas. Elle s'est dit que sa fille a quitté le domicile, mais pas pour aller à l'école, dans ce cas pour aller où? Jean-Pierre Bloch décide d'appeler les hôpitaux du coin, les commissariats du coin, demandant si une jeune fille nommée Cécile Bloch, âgée de 11 ans, a été recueillie dans les hôpitaux ou dans les commissariats les plus proches. Mais malheureusement, personne ne recueilla une jeune fille nommée Cécile Bloch, âgée de 11 ans. Suzanne et Jean-Pierre Bloch quittent l'immeuble dans le but de refaire le trajet de leur fille. En sortant de l'immeuble, Jean-Pierre croisa le gardien, Pierre, et lui demande s'il peut aider à chercher sa fille dans tout l'immeuble. Pierre accepte la requête de Jean-Pierre et décide donc de partir à la recherche de Cécile Bloch. Mais il ne fera pas ça seul, il appellera 2 de ses amis. Un qui est policier et aujourd'hui heureusement n'est pas en service, et un deuxième qui est son beau-fils. Les 3 hommes décident de commencer par le toit, qui se situe au 2e étage, qui est complètement vide, aucune trace de Cécile. Ils descendent l'immeuble petit à petit, fouillant les paliers, la cage d'escalier et les ascenseurs. Personne. Ils décident donc de s'aventurer dans le sous-sol, qui est divisé en 3 parties. La première partie est complètement vide. La deuxième partie est fermée à clé. Pierre entrepose une table de ping-pong qu'il la sort occasionnellement pour jouer avec ses collègues. Et la 3e partie est comme un grand débarras rempli de tout et de rien, où les habitants déposent des objets divers. Pierre ouvre la porte, éclaire la pièce, mais ne voit rien. Il baisse sa lumière, vit une moquette semblant cacher quelque chose. Il redirige sa lumière, et il voit une main inerte. Et d'un coup, il crie « Elle est là! Je l'ai trouvée !» Le policier décide d'appeler les secours. Les habitants se demandent ce qui se passe et forment comme une grande chaîne menant au sous-sol. Les parents de Cécile reviennent dans l'immeuble. Ils voient des ambulances, des policiers quadriller la zone. Les parents décident de rentrer, de descendre au sous-sol. Jean-Pierre Bloch commence à voir sa fille et elle crie « C'est ma fille, je veux la voir !» Et les policiers disent qu'il est trop tard. Cécile Bloch a été abusée et étranglée dans le sous-sol de son immeuble. Pour être sûr qu'elle soit bien morte, le tueur lui a mis plusieurs coups de couteau dans le cœur. Et c'est comme ça
que l'affaire du grêlé débutera. Tout a été prémédité. La lumière du palier cassée, l'ascenseur qui a du mal à fonctionner et la porte d'entrée qui est cassée. Cécile, en rentrant dans l'ascenseur, comprendra très vite ce qui va se passer. Le grêlé s'est senti puissant face à elle et il s'est dit que je vais faire de mon jouet. Son nom de grêlé vient par la suite de nombreux témoignages de personnes l'ayant vu rôder dans le bâtiment. Les personnes le décrivant comme quelqu'un toujours aussi bien habillé, les chaussures de sport abîmées, mais ayant des marques de cicatrices sur la joue, d'où son surnom, le grêlé. Partie 2, les échappés. C'est dans le 13e arrondissement, à la place Veneti, où vit Sarah, âgée de 8 ans. Lundi 7 avril 1986, c'est à 8h12 où Sarah quitte son domicile pour se rendre à l'école. Dans l'ascenseur, elle vit un homme qui descend au sous-sol, plus précisément au -4. L'homme tente de retenir la jeune fille, mais elle se débat de corps et âme, mais il n'y arrive pas. Arrivée au sous-sol, elle hurle, mais le grêlé pris de colère et de peur décide de mettre un coup de poing à Sarah, histoire de la calmer. Elle tombera par terre sur un matelas qui a été déjà préparé, du coup le meurtre va être bel et bien prémédité. Après lui avoir mis un coup de poing et être tombé sur le matelas, le grêlé trouva un chiffon jaune, l'utilisera comme bâillon et prenant une corde et la metta autour de son cou. La jeune fille témoignera et disait « Je ne pouvais plus respirer, je me suis évanouie et je me rappelle plus de rien après ». Elle se réveille 15 minutes plus tard avec des grosses douleurs. Ses mains étaient liées, ses jambes étaient liées, mais par chance, elle réussit à se démêler de tout ça. Elle se rhabille, elle allume la lumière du sous-sol et cette fois décide de prendre les escaliers pour monter au premier étage, toquer à sa porte. Sa mère lui ouvre la porte. Il est 8h35 quand Sarah est sortie. Depuis plus de 25 minutes, Sarah a vécu l'enfer. Les policiers parisiens ont été appelés. Ils ont recueilli l'ADN qui était sur elle vu qu'elle a été abusée et ont tout de suite trouvé qu'elle comparait à celle de Cécile Bloch. Son agression a été préméditée et en 7 semaines, elle ne sera pas la seule victime. Partie 3, double tâche. Les enquêteurs comprennent qu'il ne s'agit pas d'un SDF. Ils vont galérer lors de la première année concernant les meurtres et les agressions, puis tout se calme. Le grêlé refera apparition petit à petit. 1er avril 1987. Ce jour-là, dans le 11e arrondissement, Simon, âgé de 14 ans, fête son anniversaire en petit comité. Dans le milieu de l'après-midi, quelqu'un toque à sa porte. Simon ouvre la porte et vit un homme lui présentant une carte avec une bande tricolore. Simon, pris de panique, dit de ne plus faire de bruit et que ça n'arrivera plus jamais. L'homme poussa Simon, il ferma la porte et ligota tous ses amis ainsi que Simon. Lors d'un témoignage, les jeunes hommes auront décrit la personne ayant le visage grêlé. Mais malheureusement, cette affaire elle sera classée sans suite. Mercredi 29 avril 1987, tout se passe à rue Sainte-Croix de la Bretonnerie dans le 4e arrondissement où vit la famille Politi. Gilles et sa compagne Sylvie ont une fille de 3 ans qui depuis quelque temps se fait garder par une jeune fille allemande de 20 ans nommée Irmgard Müller. La jeune fille se rend chaque jour chez la famille Politi pour s'occuper de l'appartement et de la fille. À ce moment-là, Sylvie quitte le domicile pour se rendre au travail. Gilles fait un travail de nuit, donc rentre le matin et il se repose toute la journée avant de repartir au travail le soir même. Et à ce moment-là, Irmgard Müller accompagne la jeune fille à l'école. À 19h, Sylvie rentre du travail, elle ouvre la porte et elle sent un peu comme une mauvaise onde. Elle sent que rien n'est comme d'habitude chez elle. Tout est plongé dans le noir. Elle ouvre la porte, elle rentre, allume la lumière et vit son mari dans une position de bondage, les mains et les jambes liées à son cou. Gilles est décédé d'asphyxie. Pris de panique, Sylvie court dans la chambre de sa fille et vit une scène d'horreur. Elle vit Irmgard crucifiée, les mains et les pieds liés sur la mezzanine, complètement dénudée, et à ses pieds une grosse flaque de sang et un couteau posé à terre. Elle hurle à voir sa fille. Les voisins pris de panique décident de la rejoindre. La première piste des enquêteurs était une vengeance conjugale. Irmgard ayant des relations avec Gilles, Sylvie pète un plomb et tue à tout le monde. Mais ce scénario était impossible. Les policiers partent dans le studio de la jeune Irmgard, perquisitionnent tout et vit un journal auquel la jeune fille nota toutes ses conquêtes depuis son arrivée sur Paris. Au total, une trentaine d'hommes ont été convoqués au poste de police. Tous sont venus sans exception pour répondre aux questions des policiers, sauf un, Élie Louringe, qui habitait à rue Ruben dans le 13e. Mais sauf qu'à cette adresse-là, à cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose mis à part un labo photo où les recrues de la police partaient pour se faire prendre en photo. Faut attendre 2002, soit 15 ans après les faits, pour que les traces ADN soient compatibles à celui du grêlé. À cette époque-là, l'affaire a été remise au ministère de l'Intérieur, car le grêlé, ou Élie Louringe, avait donné l'adresse d'un ancien labo photo où les policiers venaient se faire prendre en photo. Et ça semblait assez gênant. Du coup, tout est passé sous silence jusqu'en 2002. Partie 4. Un possible flic. Un mois après les doubles meurtres, les agressions reprennent. Les personnes disent que le grêlé leur montre une carte de policier ou de gendarme. Car à cette époque-là, les deux cartes se ressemblaient. Ils avaient tous deux une bande tricolore sur leur carte.
Lundi 11 mai 1987. C'est dans le 14e arrondissement où vit Ursula, 26 ans, qui sera dérangée à 10h30 par un homme. Le gars lui explique être flic, menant une enquête. Ursula a à peine le temps de répondre qu'elle se fait pousser à l'intérieur de son appartement. Elle se fait ligoter et abuser. Le jeune homme repartira avec sa carte de crédit et 270 €. Ursula va se libérer, une prise ADN sera faite. Et forcément, les ADN matchent avec celui du grêlé. Mais aucune piste sérieuse ne sera prise en compte. Elle dit aux enquêteurs qu'il lui a présenté une carte de policier ou de gendarme portant un treillis militaire et un talkie-walkie, mais malheureusement aucune piste ne sera prise au sérieux. Mercredi 2 septembre 1987, à 11h50, dans le 17e arrondissement, Sonia, une prof de 24 ans, reçoit la visite d'un jeune homme, lui disant avoir vu son annonce dans le hanout d'à côté, et il entre chez elle. Il le menace avec son arme, le ligote, et le jeune homme repart avec tout son argent liquide. Tout correspond au grêlé. Mais en fait, quand on observe bien, on remarque que le grêlé il n'a pas un métier comme tout le monde. Il est armé, il présente une carte de flic, et on remarque qu'il a absolument pas des horaires de bureau. Peut-être il a un métier qui lui fait avoir beaucoup de temps libre. Il y a aussi une remarque intéressante, le grêlé il attaque jamais en soirée. Pourquoi? Déjà peut-être il a une femme, une famille, et peut-être qu'il veut éviter les questions gênantes au moment où il rentre tard le soir. Ou ça se trouve, qui sait, il attaque que le matin avant de partir au travail. Mercredi 20 octobre 1987. C'est à 9h dans le 4e arrondissement où vit Marina, âgée de 34 ans. Un homme toque à sa porte, il lui présente une carte de flic, et lui dit qu'il est là pour une enquête. Sans avoir le temps de répondre, Marina est poussée à l'intérieur de chez elle. L'homme arrache le câble du téléphone. Une chance du côté de Marina, elle n'est pas seule. Elle est avec une amie et qui a son bébé de 18 mois. Pourtant le grêlé il garde son sang-froid face à eux. Il part à la cuisine, prend un long couteau, il déchire les rideaux et ligote les deux femmes. Marina dit au grêlé qu'un plombier arrive d'une minute à l'autre. Pris de panique, il quitte l'appartement. Du coup si vous faites kidnapper, faites ces techniques là, faites comme Marina, dites-lui qu'il y a un plombier qui arrive et le gars, il se barre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avant la rencontre avec le grêlé, les jeunes filles ont reçu des lettres d'un homme mystérieux. Peut-être que les filles étaient suivies depuis plusieurs jours, peut-être que le grêlé il habite proche de chez eux. Les apparitions se font vraiment rarement au même endroit. Peut-être qu'il a un métier qui le force à bouger partout dans Paris. Mais comment arrêter un homme qui agresse les gens à visage découvert, dont le visage est partout mais que personne ne reconnaît? Une dernière affaire. Mercredi 29 juin 1994. Ingrid, âgée de 11 ans, joue avec ses amis sur une route de campagne à Mitry-Mory en Seine-et-Marne. La fille fait du vélo sur les rails avec ses amis. À 14h, elle décide de rentrer chez elle et elle salue ses amis avant de reprendre la route. Elle s'engage sur un chemin qui se nomme le chemin des abîmes et elle vit une voiture blanche de marque Volvo s'approcher d'elle. Elle s'arrête net à son niveau, puis elle se demande qu'est-ce qui se passe. Ingrid raconte que « Il m'a demandé mes papiers. Je me suis senti terriblement coupable car maman m'avait interdit de venir ici. Je lui répondis que non. Il me dit qu'il était policier et qu'il allait me ramener au commissariat. Il descend et il me menotta. Sur la banquette arrière, Ingrid est persuadée d'aller au commissariat. Elle demande au policier s'il peut s'arrêter chez elle pour prévenir sa sœur. Le grêlé refuse. Selon Ingrid, le grêlé emprunte des chemins que seuls les habitants connaissent. Un moment sur la route, il croise une voiture de patrouille. Pris de panique, le grêlé se met sur le bas-côté, prend un drap, le colle sur la vitre arrière pour cacher l'habitacle, pour que personne ne voit que Ingrid est sur la banquette arrière en pleurs et menottée, puis reprend la route. Je vous ai dit qu'il a croisé une patrouille. Peut-être que c'était ses collègues, peut-être qu'il avait honte de les croiser avec une jeune fille à l'arrière menottée et en pleurs. Qui sait? Après 1 heure de route, ils arrivent au village de Saclay. Il emprunte un chemin abandonné menant à une ferme. Arrivé devant, la grille était fermée. Il tente de défoncer la grille avec sa voiture, mais rien n'y fait. Ils descendent de la voiture, accèdent à la ferme à pied, et de là Ingrid sera abusée. Au moment de repartir, le grêlé dit « Au moins je t'ai appris un truc ». La fille sort de la ferme traumatisée et croise un moniteur d'auto-école qui la ramène au commissariat. Mais d'abord, que faisait le grêlé à Mitry-Mory, sachant qu'il attaque jamais en dehors de Paris? Et surtout, comment il savait qu'il y avait une ferme abandonnée ici? Mais si on suit bien l'histoire de cette ferme est connue des fermiers du coin, des gardes forestiers, des pompiers et des policiers qui venaient tout le temps faire leurs entraînements ici. Au total, il y avait une vingtaine de victimes. Certaines n'ont pas été liées au grêlé car les preuves ADN ont été perdues par la justice française. Quelques années plus tard, en décembre 2014, le dossier du grêlé sera remis à Nathalie Turquet, juge d'instruction. Pendant 6 ans, elle va gérer toutes les investigations. Elle va tenter de fermer plusieurs pistes, mais durant l'été 2021, elle va approcher une piste que personne n'osait approcher auparavant. Avec cette affaire, Nathalie Turquet va rentrer dans l'histoire judiciaire française. Le 29 septembre 2021, Internet et la télé va s'enflammer. Un homme convoqué pour une expertise ADN aurait mis fin à ses jours. La piste finale. Le dernier crime connu du grêlé date de 1994 avec l'enlèvement d'Ingrid. En septembre 2021, Nathalie Turquet a convoqué un peu plus de 750 agents ayant travaillé en région Île-de-France à l'époque du grêlé. Tous ces hommes ont été convoqués à la gendarmerie la plus proche pour faire une expertise ADN et celui-ci sera comparé à celui du grêlé. Le 24 septembre 2021, un appel a été fait à un certain François Vérove qui était à l'époque flic et gendarme dans la région Île-de-France.
L'opérateur lui dit de rejoindre la gendarmerie le plus proche pour faire une expertise ADN sur une affaire datant d'une époque, mais sans lui en dire plus. Durant le week-end, François Vérove vide son compte en banque, prend tout l'argent et part dans une maison qu'il a achetée à Gros-du-Roi dans le Gard. Il vit avec sa femme et sa fille. Le 28 septembre 2021, la femme de François déclare sa disparition. Elle part à la gendarmerie la plus proche, indique l'adresse de la maison qu'il loue sur Airbnb à l'année et pense qu'il est là-bas. Les gendarmes disent se rendre dans la semaine si François ne se montre pas. Le 29 septembre 2021, François rédige une lettre à sa femme et à sa famille dans laquelle est écrit « Je reconnais être un grand criminel qui a commis des faits impardonnables jusqu'à la fin des années 90. J'ai fait du mal aux gens, j'ai tué des innocents. J'ai eu des pulsions datées à une époque où je n'étais pas bien dans ma vie. Tu as décelé des choses chez moi quand j'étais plus jeune. Je me suis pris en main, je n'ai plus rien fait depuis 1997. Je pense à vous et aux familles des victimes. » Après avoir écrit cette lettre, François s'allonge sur son canapé, boit une grande gorgée d'alcool avec des somnifères et décède dans son sommeil. Le 30 septembre 2021, Nathalie Turquet, mise au courant de cette affaire, ordonne que l'organisme ADN soit accéléré. Et pendant ce temps-là, les médias s'enflamment sur cette affaire qui mène à la pièce mystère. À 22h, les résultats ADN sont affichés dans les médias. L'ADN de François Vérove correspond bel et bien à celui du grêlé. François, ancien policier et gendarme, était le tueur qui terrorisa tous les Parisiens. Mesdames et messieurs, voilà la fin du premier épisode du Suki Horror Story. On a traité l'affaire du grêlé. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Si vous avez des idées de mystères ou des affaires qui vous intéressent, dites-le nous dans les commentaires, comme ça on fait nos recherches et on vous la tourne. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao. Pourquoi j'ai fait une The Kerry à la fin là? Oh là, c'est quoi ça? Et ça, tu me le gardes, ça. Je jure, on va la garder.